réunion là. Donc on est donc dans une réunion nostalgique, un peu rétro, puisque en dehors d'Alain Gauthier qui... Vous pouvez peut-être allumer la lumière là, qui est... Conte de fées un peu. En dehors d'Alain Gauthier pour qui C'est enchanté. Qui sont Saint-Gers, ça nous ramène à la fin des années 70. Hein. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Voilà, je vous ai envoyé tout à l'heure, l'autre jour, une photo. Oui. Et, il y a un long texte. Mais en fait, oui, alors ça, le texte, bon, ça c'est effectivement. Le dernier ouvrage que vous avez publié, ça s'appelait comment? Il y a très peu d'années, finalement, 5-6 ans. Oui, ça va peut-être ça, je ne vais pas vous dire exactement. Il ne parle pas que d'astrologie, je crois. C'est-à-dire, à mon sens, d'une certaine manière, si, dans la mesure où ce sont des implications de l'astrologie, des implications qui peuvent paraître un peu indirectes, mais en fait, ça ne parle que d'astrologie, même s'il est question d'autres choses, apparemment. Donc vous arrivez à parler d'astrologie sans en parler, enfin vous avez... C'est-à-dire, si tout de même, c'est-à-dire ce sont en quelque sorte les implications de l'astrologie, ses conséquences dans les domaines les plus variés, voilà, que c'est dégagé, mais enfin bon, ce sont mes vues personnelles, dans ce cas-là. Alors justement, je voudrais vous poser quelques questions déjà. Est-ce que vous avez un rapport particulier à l'astrologie? Est-ce que vous avez accepté, est-ce que vous êtes un traditionnel de l'astrologie? Oui. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a réformé l'astrologie? Non, pas du tout, absolument pas. Pour me référer à votre texte, avec un petit peu de velours, je dirais que je me suis consacré à ce que vous appelez uniquement la petite astrologie. Hein, voilà. Oui, c'est le fameux sexe, ouais. C'est mal, hein, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc, je ne me suis occupé que, pour reprendre vos expressions, vos expressions, il y a plusieurs. Il y a Vigulum Picus, bon, c'est ça. Il y a le premier venu, il y a voilà, etc. Je ne me suis occupé que de ça, puisque pour moi, l'astrologie, ça a d'abord été la consultation. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup plus que l'enseignement, parce que j'ai fait des études d'histoire et de philo, j'ai enseigné pendant 20 ans. Vous avez été professeur de... J'ai été professeur d'histoire. Dans les hautes classes, dans le second cycle du secondaire, en faculté, une année. Pourquoi vous faites... Mais j'ai quitté, parce que l'histoire commençait à m'ennuyer. J'y suis resté si longtemps parce que je m'entendais très bien avec mes élèves, je n'ai pas du tout ni avec l'administration, ni avec les parents, c'était un peu spécial. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis pas souvenu, parce que j'avais quand même gardé un lien. J'avais été initié à l'astrologie par un médecin parisien à 17 ans. Il s'appelait Il s'appelait le Docteur Soleil, c'est trop long. Le Docteur Soleil, c'était un spécialiste de l'asthme. Et moi j'avais 17 ans, et je servais de précepteur, comme on disait à l'époque. Hein, les vacances étaient très longues, et comme je donnais des cours particuliers à ses élèves, il fallait pouvoir vivre pendant ces 3 mois, il fallait que je donne des cours particuliers à un garçon qui avait 2 ans moins que moi. Et alors, ce médecin, qui était un catholique récemment converti, pratiquait l'astrologie. Et alors, je me suis dit, si c'est un médecin, dans mon idée, et d'autre part un catholique converti récemment, ça ne peut pas être un amas d'invisibilité. Donc voilà. Mais j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre l'intérêt. Alors, ceci dit, j'ai suivi ça pendant une vingtaine d'années, et quand j'ai quitté l'enseignement, je me suis dit, mais pourquoi pas l'astrologie, pourquoi pas s'y consacrer, justement, à travers la consultation. Grâce à ce contact que vous avez eu bien avant. C'est ça, c'est-à-dire que grâce à ce contact, je n'avais jamais perdu de vue vraiment complètement l'astrologie, mais alors l'idée m'est venue, donc à l'approche de la quarantaine, à ce moment-là, de m'y consacrer, donc entièrement, par le biais de la consultation. Vous avez à peu près la même chose avec entre Louis Masur et vous. Pardon? C'est un peu ce qui s'est passé avec M. Masur. C'est le professeur Radius qui vous a rencontré et vous lui avez injecté le virus de l'astrologie. Ah bon, mais tant mieux alors. Parce que depuis, il n'a pas cessé de faire l'astrologie. Eh bien, tant mieux. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a parfois, assez souvent, des retours, en quelque sorte, de consultations récentes ou anciennes ou très anciennes, et c'est vrai que c'est très encourageant. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait un travail passionnant, alors que je l'enseignais l'histoire. Là, je ne me suis jamais ennuyé. Mais d'ailleurs, c'est parce que j'ai compris dans mon dernier livre, que je n'ai pas regardé de très près, vos connaissances historiques vous servent pour l'astrologie. Vous faites une astrologie, une histoire d'étudier le monde à travers l'astrologie. Et la philo, parce que j'ai fait aussi de longues recherches en philo, enfin j'ai fait la philo universitaire, hein. J'ai passé mes diplômes de philo et d'histoire, hein. Mais j'ai jamais enseigné la philo. Alors, en quoi la philo vous a-t-elle
a-t-elle servi en astrologie? Disons, c'est surtout d'un point de vue, je crois, méthodologique, c'est-à-dire que ça m'a aidé. Enfin, de toute façon, j'avoue que la philo, c'est comme l'histoire, on en fait très, très vite le tour, et la philo m'a ennuyé autant que l'histoire. Quand on est doué, c'était mon cas, c'est très amusant comme jeu. Un jeu de construction, la philosophie, c'est un jeu de construction, on construit des concepts, mais bon, ça ne menait à rien, moi ça ne m'a mené à rien du tout. Mais disons, c'est une tournure d'esprit surtout, c'est-à-dire, mais j'ai essayé j'ai essayé deux choses. Dans le cadre de l'astrologie traditionnelle, pour le tout venant, hein, d'accord, je précise. Hein. Donc, d'abord essayer de comprendre ce qu'était l'astrologie, quelle était sa nature, quel était son fond, comment ça fonctionnait, quelle était sa portée, hein, donc sur le plan des principes. Et ensuite, essayer d'appliquer ces principes au concret, c'est-à-dire à la consultation, c'est-à-dire vous essayez de mettre au point une méthode d'interprétation et des principes d'interprétation qui ne soient pas simplement techniques, mais qui résultent justement du projet d'existence, qui est un principe contenu dans un thème qu'il faut essayer de définir quand on reçoit quelqu'un. Voilà. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la recherche, on en parlait, en dehors de ce cadre traditionnel, je n'ai rien fait. Mais dans le cadre traditionnel, je me suis intéressé, donc vous avez vu, également aux questions de santé, vu à travers l'astrologie. C'est vrai que ça allait assez loin, parce que j'ai travaillé avec des médecins à Paris, puis avec le docteur Franier, que vous avez donc dû voir à Villefranche-sur-Saône. Et puis on est arrivé effectivement à constater l'immense intérêt de l'étude de thèmes pour des personnes qui étaient affligées surtout d'affections multiples, une espèce de tas de polysymptomatique en quelque sorte, que les médecins eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était, et par le biais de l'astrologie, on arrivait à définir les causes profondes de leurs troubles, et par conséquent, donner des conseils pour mettre fin à ces troubles. C'est-à-dire des conseils concrets, la consultation est toujours concrète, à partir du thème, pourquoi cette maladie étrange, que signifient les symptômes de cette maladie, et pour y mettre fin, que faut-il faire de positif, quel changement d'existence faut-il opérer, parce que, évidemment, c'est comme le sida. Dans les années 80, j'étais allé à Lyon assister à des grandes conférences avec les grands pontes de la médecine de l'époque, hein, et bon, je me suis permis, je suis assez timide, là j'ai osé, parce que je suis allé pour ça, ensuite, alors on parlait d'astrologie dans cette assemblée, vous imaginez les ricanements, la fureur, hein. Mais j'ai dit ceci, j'ai dit, écoutez, à partir d'un thème, on peut dire pour quelle raison quelqu'un est séropositif, hein, il y a des raisons à ça. On peut dire quelle est la raison pour laquelle la personne s'est fabriquée cette maladie, cette autosanction, mais également, à partir de là, si les changements d'existence qui s'imposent sont réalisés, eh bien, il y a toute chance pour que vous franchissiez pas le pas décisif vers celui de la maladie. Eh bien, je me suis fait écharper physiquement. On m'a bousculé, fait tomber dans un escalier. J'ai tombé dans un escalier. Quand j'ai vu que ça devenait menaçant, j'ai commencé à m'en aller très prudemment, avec le courage qui me caractérise, une retraite courageuse, il y avait un escalier à descendre, on m'a bousculé, et si on faisait maintenant, je crois que je me serais tué dans l'escalier. Voilà. Parce que c'est des choses, et à partir du moment où vous dites aux gens qu'ils sont responsables de leur maladie, mais que par conséquent, ils peuvent aussi être responsables de leur guérison. C'est ça l'important. Eh bien, mais ça n'est pas supportable. Voilà. Parce que le mot responsabilité est assimilé à une sorte de culpabilité, oui. Châtiment divin. C'est ça. Alors les gens sont tellement ils préfèrent être comme disait l'autre, les victimes aveugles d'un sort injuste. Pourquoi moi? Comment ça se fait? C'est bien. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a des raisons, ils sont victimes, mais eux-mêmes. Alors, expliquer ça de manière très positive, en disant, bon, il y a eu des erreurs d'existence très importantes qui nous ont amenés à contracter un cancer, au sida, etc. Voilà quelles sont les raisons de fond. En disant ça, vous êtes attaqué au problème même de la résistance chez l'homme. Voilà, oui, c'est ça. C'est essayer en tout cas d'aller jusqu'aux racines. Hein, aux racines. Et donc, c'est un message très positif. Mais ça n'a pas été interprété comme ça. Puis d'autre part, les astrologues se permettent de prendre la parole et parler d'astrologie dans une assemblée de personnes aussi savantes et aussi évoluées. Et évidemment, on passait le passé pour un hurluberlu. C'est presque suicidaire. Oui, oui, mais j'estimais que c'était de mon devoir. Mais c'est courageux. Voilà, oui, je pense que pourtant je ne suis pas. Donc là, mais effectivement, je me suis dit, il faut saisir cette occasion hein, pour
pour essayer de faire passer ce message. Et si dans l'Assemblée, il y a une ou deux personnes qui l'entendent, qui sont séropositifs, et qui l'entendent, et qui viennent le voir, déjà, je n'aurais pas parlé pour rien. Voilà. C'est ce qui s'est passé? Il y a des gens qui vous ont... J'ai pas l'impression. Non, c'est possible, sans qu'ils me l'aient dit. C'est possible, sans qu'ils me l'aient dit. On pourrait imaginer qu'un médecin aurait fait ça, il aurait été radié du Conseil de l'Ordre. Absolument. Et c'est exactement ce que vous dites. Vous voyez, les deux médecins avec qui j'ai travaillé à Paris, qui était un type très, très ouvert, et puis donc le jeune que vous avez vu à Lyon, les deux, puisqu'on organisait des séances un peu clandestines, c'est-à-dire que les personnes malades dont on s'occupait, on faisait ça en secret. Il ne fallait pas qu'on sache qu'un médecin travaillait avec un astrologue, etc. Et on est arrivé à la conclusion que l'astrologie pouvait être un immense secours pour effectivement faire comprendre les raisons d'être de certaines maladies, d'affection, de toutes, d'une certaine manière. Mais à ce moment-là, il aurait fallu carrément ouvrir une clinique d'un genre spécial. Mais alors là, les deux médecins en question, l'un et l'autre, ils sont totalement refusés. Et je ne peux pas leur les incliner, parce qu'on aurait dû essayer de cacher les choses. Un jour, ça se serait su, et il se serait fait radier du Conseil de l'Ordre. C'est une vraie question, celle que vous soulevez à travers tout ça. C'est une véritable question. Parce qu'en fait, je veux dire, voilà un instrument de première qualité qui ne peut pas être utilisé. Vous avez essayé en votre temps de passer. Nous constatons le temps perdu. Ah oui, bien sûr. Mais c'est un temps apparemment perdu de manière générale. Oui. Parce que bon, il y a eu une époque où effectivement j'ai multiplié les causeries, les conférences, etc. Tout ça. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'en est rien sorti, je ne sais pas, il y a peut-être des gens que ça a frappé, mais enfin, apparemment, je n'ai pas l'impression que les préjugés à l'égard de l'astrologie j'ai une question que je voulais vous poser. Totalement. Est-ce que vous avez pu constater, là c'est sur le plan collectif, bon c'est du corps médical, mais est-ce que vous avez pu constater individuellement, vous qui avez consulté individuellement, une réalité aussi de la résistance à la guérison chez l'individu? Oui, c'est par le politique, effectivement. Effectivement, il y a... Et parfois un refus total, les personnes qui ont un cancer et qui sont en 6 mois de leur décès, il ne faut surtout pas leur parler de ce genre de choses, parce qu'elles utilisent leur dernière force dans la figure. Justement parce qu'il y a eu une volonté, je veux dire qu'à ce moment-là, il y a une volonté qui s'est installée, une volonté d'autodestruction telle, qui s'est installée que pendant les derniers temps de l'existence, il ne faut surtout pas aborder ce genre de questions. Voilà. Oui, il y a une espèce d'espoir inviscéré, et on peut absolument rien faire. Mais autrement, bien sûr que, lorsqu'on a affaire à des gens qui n'en sont pas là, effectivement, il peut y avoir une possibilité d'être écouté et d'être suivi. Quand je dis écouter, c'est pas simplement écouter, mais surtout prendre les décisions qui s'imposent. Or, il est évident que lorsqu'on arrive à des degrés, enfin des maladies aussi graves, au degré de gravité où vous les trouvez, il est bien évident qu'à ce moment-là, il y a des changements de distance absolument capitaux et qui s'imposent et qu'on va très bien à travers le thème. Votre expérience montre à quel point il peut y avoir un refus de la remise en question. Oui, bien sûr. Que ce soit sur un professionnel ou collectif. Bien sûr. Ça, je pense que c'est quelque chose de très très important. Il y a un refus, mais qui est, je ne sais pas, je prends pas maintenant les consultations, je n'en fais pratiquement plus, j'en ai fait une tout récemment quand même, parce que c'est l'ancien consultant qui me demande, etc. Et bien là, j'ai constaté pour la, je ne sais pas, 10 millième fois, ce que j'ai si souvent constaté, c'est que finalement, lorsque la personne doit opérer un changement de vie plus ou moins important, et qu'on lui dit de quoi il s'agit, très souvent la réaction est de dire « je m'en doutais au fond de moi-même, mais je ne voulais pas me l'avouer ». Et c'est ça, c'était une de mes grandes surprises, de voir que lorsqu'on proposait à des gens des changements d'existence très très forts, très, très éloignés de ce qu'ils vivent, eh bien ils sont quand même pas surpris. Ils disent effectivement, je m'en doutais plus ou moins, parfois ça allait plus loin. Il y avait eu des occasions qui leur avaient été présentées de changer de vie. Et ces occasions, d'une part, ils sentaient que c'était ce qu'il fallait faire, et d'un autre côté, ils n'avaient pas le courage. Parce que parfois, il y a des remises en question totales, aussi bien de leur vie affective que de leur vie professionnelle. Je me souviens de l'une des toutes premières consultations, c'est une femme de 38 ans qui était grenobloise, et elle, on peut dire qu'elle était à contre-courant de ce qu'elle devait vivre dans tous les domaines. Tous les domaines. Elle avait, je me souviens, elle avait 7 enfants.
Elle n'était pas du tout faite, ni pour être épouse, ni pour être mère, etc. Et tous les enfants étaient placés, parce qu'elle ne pouvait pas les supporter. Donc elle s'était jetée dans la misère comme les combien, dans son cas. Heureusement, on l'avait repêché. Bon. Et professionnellement, elle était très très mal également. Non, mais c'est vrai que bien souvent, étant donné la façon dont les gens fonctionnent et vivent, on est obligé de traduire leur projet d'existence très souvent en termes professionnels, mais en essayant d'élargir les choses. Donc voilà, je le traduis la plupart du temps en termes professionnels, mais en faisant comprendre qu'il y a une manière, même s'il s'agit d'une profession qui est très connue, il y a une manière personnelle et particulière qui les attend à chacune ayant sa vie propre, très profondément différente des uns des autres, même si à l'extérieur ça paraît un peu la même chose, l'assistante sociale, on a oublié, mais une femme qui est appelée à l'assistante sociale, il faut préciser à partir d'antenne de quelle manière elle doit le vivre, et même éventuellement quel secteur. Et les gens qui s'adressaient à vous, vous avez eu l'impression qu'ils avaient plutôt des cas, ils étaient des cas plutôt caricaturaux? Non, pas toujours. Non, pas toujours. Les motivations sont différentes. Il y a des gens qui sont un peu affolés parce qu'ils se rendent compte que tout va mal dans l'existence et qu'il y a des erreurs comme ça qui commises, qu'ils ont commis des erreurs. Et puis il y en a d'autres simplement qui viennent, non pas par curiosité, parce que je n'ai jamais supporté qu'on vienne me voir pour faire du tourisme, et c'est pratiquement jamais produit. Je me souviens d'une seule fois, où c'est donc à Lyon, une femme qui est venue, je ne sais pas comment ça s'est produit, elle tenait un magasin de bijoux, etc. Et puis au bout de 5 minutes, je me suis rendu compte qu'elle attendait que je lui dise la bonne aventure. Alors j'ai mis les choses au point, d'une manière un peu sèche, en me disant voilà, parce que vous êtes en droit et en devoir d'attendre une consultation, si ça vous convient, vous restez, sinon vous partez, vous allez partir. Donc, une fois ou l'autre, j'ai dû mettre à la porte des gens qui venaient, je dirais, malignement, qui venaient pour me mettre, disons, à l'épreuve, ou bien simplement par curiosité. C'est marrant, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me raconter, etc. Bon, ben, dehors, mais ça a été très, très, très rare. Parce que ça vient, c'est de bouche-oreille. Alors une personne vous téléphone de la part d'une autre, l'autre personne lui a expliqué ce qu'était une consultation, ce qu'on en retirait, etc. De sorte que ça s'est toujours très bien passé. Les gens que j'ai reçus étaient pratiquement toujours très bien disposés. Oui, ils savaient qui ils allaient trouver. Voilà, c'est ça. C'est pour cette raison que c'est tellement gratifiant. C'est tellement gratifiant parce que j'ai toujours eu l'impression, sauf dans certains cas, j'aurais l'impression de faire un travail utile. Bien sûr. Et en même temps, vous ne cédez pas à la commercialité. Non, bien sûr. Non, puis, ce que vous dites dans votre texte, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, les dérives divinatoires, évidemment, j'ai jamais fait ça. Donc il est certain qu'on peut avancer un pronostic, mais qui est conforme au thème. Oui. Si vous avez par exemple une dame qui n'est pas du tout faite pour ça, et qui vous dit, je vous dis ça, des souvenirs, évidemment des quantités, qui vous dit ça y est, j'ai trouvé un nouvel ami, etc. Est-ce que ça va marcher? Bon, la réponse est évidemment non, madame. Ça ne marche jamais. Ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas appelé à ça. C'est ça. Donc il n'y a pas de prédiction. Il y a simplement une logique qui découle du thème. Vous cherchez quelque chose qui n'est pas dans vos voies. Donc, alors au mois d'octobre, la personne m'a téléphoné en disant quelle déception, ça n'a pas marché, etc. Mais elle était prête à recommencer. Elle était prête à recommencer 10 fois, 20 fois, et à connaître 10 fois, 20 fois. Personne vous demande, et puis vous lui dites, bah oui, vous pouvez vous engager dans cette aventure. Une autre femme qui a été mariée 7 fois, soit veuve, ensuite divorcée. Et elle continue. Donc je lui ai expliqué pour quelle raison elle n'avait pas à faire ce genre de recherche, parce qu'elle devait en faire une autre, qui supposait qu'elle se libère de ce genre de préoccupation. Mais rien de fait. Ça n'avait pas marché 7 fois parce qu'elle avait été victime du sort, elle était mal tombée, mais le 8e serait bon. Et elle continue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? On se met dans un couvent. Ces gens-là viennent. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, il y a une vocation sublimée. C'est-à-dire que la personne est appelée à s'occuper d'autrui, et que ça suppose de sa part une certaine abnégation, mais une abnégation, elle sera récompensée.
C'est-à-dire que par la suite, elle récupérera au centuple ce à quoi elle aura avancé au départ. Mais c'est difficile à comprendre comme ça. Ça veut dire qu'il y a une vocation de dévouement à autrui qui est tellement exigeante que, d'une certaine manière, elle n'a plus à s'occuper d'elle-même. Mais ne s'occupant plus d'elle-même, c'est de cette manière qu'elle s'occupera le mieux d'elle-même. Parce qu'elle le fera à travers, donc, une espèce de vocation supérieure, et au service d'autrui. Et ça arrive, on voit très souvent, évidemment, des thèmes où il y a une sorte de blocage affectif. Alors, au lieu de dire, ma pauvre ami, vous n'allez pas pouvoir faire comme tout le monde, vous mariez, avoir des enfants comme si c'était le modèle général, vous êtes appelé à une vocation différente, et dont on peut dire qu'elle est supérieure, mais elle va vous demander, évidemment, quelques sacrifices. Mais vous verrez que plus tard, si vous le faites, vous vous épanouirez sur le plan affectif merveilleusement, sans être forcément épouse et mère. Mais ça, c'est très important, parce qu'il y a effectivement, on trouve des vocations de ce genre. C'est là où on voit que l'astrologie peut désigner des chemins qui sont bien légaux, évidemment. Oui, bien sûr. C'est quand même une conduite de vie, enfin, il y a une éthique derrière tout ça. Bien sûr. De la même manière, vous avez des thèmes très agressifs, et bravo, tant mieux, parce que c'est déjà destiné à du militantisme merveilleux. Militantisme politique, il y a un retournement de symbolique. Quand il y a un blocage affectif, il y a un déblocage par le haut, à travers une sublimation. Quand il y a des thèmes très agressifs, on se dit, pardon, qu'est-ce qu'on va faire ces agressivités? Parce que le problème n'est pas de résoudre les problèmes, ils ne sont pas faits pour ça. Les problèmes sont faits pour être utilisés. Donc, résoudre un problème au sens du mot résoudre, c'est-à-dire casser le nœud gordien, c'est-à-dire la difficulté en la tranchant, en la supprimant, c'est un crime contre soi-même. Donc on indique aux gens, quand il y a un problème, on se frotte les mains quand il y a beaucoup de problèmes dans un thème, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner comme sublimation, à condition que la personne le comprenne et veuille le vivre. J'aime bien la façon claire dont vous le dites. Oui, parce que je l'ai vécu comme ça, en pratique, je l'ai vécu dans la bien entendu. Alors justement, je voulais vous poser une question, Christian Singer, à propos de clarté. Vous avez dit que vous ne considérez pas comme un chercheur. Non. Alors, Monsieur Gauthier, par exemple, lui, il considère que quand on a une expérience de praticien poussée, on est quelque part un chercheur. Que vous en pensez, Monsieur Mazuir? À quel partir de quel moment est-on un chercheur en astrologie? Il me semble que quand on devient phénoménologue et que l'on devient curieux des phénomènes psychiques qui se déroulent dans la personne à laquelle on a affaire et que l'on essaye d'étudier à travers cette merveilleuse entrée astrologique. Mais cette notion de phénoménologie, on est tellement tous différents, même il y a des différences entre les astrologues, il y a des différences dans tout ce public ensuite, mais aussi la rencontre, c'est pas n'importe qui vient nous voir, et ils viennent pas consulter, n'importe qui vient nous consulter, ça c'est déjà une bonne question. C'est déjà on attire à soi un certain type de consultant. Moi ça a été toujours la même chose, j'ai reçu les professeurs de santé, les professeurs, enseignants, éducateurs et les artistes. Mais malheureusement, pour des raisons d'ailleurs qui sont indépendantes de moi, je n'ai jamais reçu un ouvrier en consultation, je l'ai déploré, c'est déplorable, pourquoi pas. Et jamais un paysan, jamais un ouvrier. Mais voilà, pour moi ça a été jamais, le commerçant pratiquement jamais, ou alors il y a des selles bijoutières, vous voyez que les commerçants, les artisans, les paysans, non. Là, il y a une vision des choses qui est souvent très terre à terre, qui les éloigne pour eux, l'astrologue, c'est pas sérieux, c'est pas... C'est éloigné de la matière. Vous avez quand même une idée du pourcentage de femmes par rapport au pourcentage d'hommes dans toute votre carrière? Oh oui, il y a davantage de femmes. 80% à peu près de femmes et 20% d'hommes? Non, beaucoup moins quand même. Mais il y a une majorité, je ne peux pas vous dire exactement, mais une majorité de femmes, mais pas la proportion. Pas tant que je dis. Non. Parce que moi, dans mes cours, au fil des années, c'était au moins 80-90% de femmes, même en ce moment, quand on fait des rencontres. Vous voulez dire dans les cours? Oui, les cours des conférences. Les cours, c'est différent. Les cours, effectivement. Et les séminaires. Les cours, il y avait une majorité écrasante. Je confirme ce pourcentage. Mais pas la consultation. Et comment expliquez-vous cela? Que les femmes soient plus disposées à suivre une formation et à ingurgiter le savoir astrologique de façon, disons, concentrée,
Parce que la consultation, c'est moins concentré. Elles ont peut-être moins de préjugés que les hommes. Je crois que beaucoup d'hommes sur les filles d'astrologie, ils estiment que c'est une superstition. Il faut bien dire que c'est souvent ainsi que c'est pratiqué. Le charlatanisme et la superstition se rejoignent très volontiers. D'ailleurs, on va s'être mieux. D'ailleurs, sans doute avez-vous reçu des femmes qui venaient vous voir à l'insu de leur mari. Oui, exactement. Voilà. C'est pas mal, hein? Oui, sans cache. Oui, exactement. Et pour revenir à ce que vous disiez, phénoménologue, je pense que si j'avais pu mettre sur ma plaque phénoménologue herméneute, je l'aurais fait. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais sinon, je considère qu'un astrologue qui n'est pas chercheur, mais ça va pas loin. On est forcément en recherche d'une vérification de la tradition déjà, en tout cas d'une intégration de la tradition, et on ne peut pas le faire sans se poser de questions. Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais comme moi, je dis que je n'ai pas assez. Disons que même dans le cadre de l'astrologie traditionnelle, vous voyez, je n'ai pas fait de recherche. Par exemple, il y a un problème qui m'est apparu et que je n'ai pas résolu et que je n'ai même pas cherché à résoudre. C'est celui du pronostic astrologique. Vous voyez, bon, l'étude du thème de naissance, ça me paraît quelque chose d'absolument extraordinaire, etc. La prévision astrologique m'a toujours dessus. Et j'en ai fait beaucoup, mais d'abord il y a toute une série de méthodes qui sont tout à fait hétéroclites, et ça ne m'a pas du tout... je l'ai manié, j'ai utilisé plusieurs méthodes, j'ai essayé donc d'en utiliser plusieurs en les accordant, etc., mais je n'ai jamais été satisfait. Elle ne marche qu'à 51% ou 49%. Oui, mais alors, ces méthodes dont oui, justement, donc ça c'est pas la peine, c'est très ennuyeux, parce que par rapport aux consultants, il faut être aussi sûr que possible de ce que l'on dit. Alors, par rapport à un thème de naissance, ça me paraît extrêmement intéressant, extrêmement valable. D'un autre côté, le fait qu'à partir du thème de naissance, on puisse dégager des méthodes de pronostic, ça me paraît dans le principe tout à fait admissible, à condition qu'il s'agisse uniquement de voir comment sont réactivées les tendances générales du thème de naissance, réactivées selon les époques, de quelle manière. Ça n'est jamais que ça dépend du thème de naissance. Donc c'est légitime sur le plan des principes. Maintenant, quand on entre dans l'application pratique, moi j'avoue que je n'ai jamais été satisfait des... Et ce qui m'a encore surpris, c'est qu'en les maniant de cette manière, en étant moi-même méfiant à l'égard de ces méthodes, il semblerait, d'après ce que j'ai pu entendre, que ça marchait. Et j'ai jamais compris pourquoi ça pouvait marcher. Parce que j'avais l'impression d'utiliser un instrument beaucoup trop important. Autant pour les thèmes de naissance, j'avoue sincèrement, j'étais pas du tout étonné que ça marche, parce que ça me paraissait être un instrument tout à fait valable. Les thèmes de naissance. Mais le côté prévisionnel, même s'il est tout à fait acceptable dans son principe. Mais la preuve qu'on a, c'est grâce à l'Internet. C'est grâce à l'Internet, on a maintenant la preuve. Parce qu'avec les listes de discussion, comme celle du CEDRA, et où il y a des jeux constants, ils appellent ça des exercices, et on s'aperçoit maintenant avec le résultat des exercices, et c'est plus un astrologue isolé qui donne son avis, c'est tout un ensemble de gens qui convergent sur cette liste, et on s'aperçoit que leur résultat, il ne marche pas mieux que la pièce de monnaie qu'ils nous fassent. À la fin ils font le bilan à la fin de l'exercice, il y en a tant qui ont trouvé ça, tant qui ont trouvé ça, ils disent les noms de ceux qui ont trouvé juste, et puis ils disent le nom de ceux qui n'ont pas trouvé juste, c'est à peu près 51-50. C'est une conclusion effrayante. Donc c'est quand même un progrès, grâce à l'Internet, on a une vision plus large d'une communication et relative aussi. Moi je rejoins ce que vous dites au niveau des prédictifs. Oui, c'est relatif, et en même temps, c'est vrai qu'une équipe est embarrassante, il y en a plusieurs, il n'y a pas un coefficient de certitude élevé, et en même temps, moi, je suis psychologue aussi, donc je m'attache, ça m'embarrasse moins, parce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, des tendances, des initiales. Il ne pas prédire des éléments. Voilà. En fait, je travaille sur le devenir. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est beaucoup moins problématique. Vous êtes devant la caméra? Oui. Excusez-moi, oui, mais c'était obligé de ramasser quelque chose. Donc là, je pense qu'on peut avoir plus, quand on suit un peu le processus d'évolution, on s'y attache, on peut arriver quand même, je peux dire, à surmonter cette angoisse du prédictif en astrologie, ou de la précision, parce qu'en fait, bon,
les choses s'élaborent dans le temps, c'est comme un accouchement, il y a quand même 9 mois de gestation. Moi je considère la mise en transit applicante par exemple comme une sorte de processus. Et quand on voit la personne régulièrement, on peut voir, on peut tâter là-dessus l'évolution. Donc finalement, vous voyez, ceux qui s'investissent trop dans une précision parce que mécaniste de la question, finalement, ils tombent dans un faux problème. Bien sûr. Parce qu'en même temps, quand on dit une conjonction, c'est 3 degrés d'orgue, 10 degrés d'orgue, et que ça se fait ressentir dans cette marge, en fait, non. La conjonction, c'est un processus qui amène progressivement, justement, à un degré de résolution. Mais voilà, il faut faire attention de découper. Et je pense que tout ce qui peut être prédictif, trop prédictif, est de l'ordre du découpage. Bien sûr, on rapporte ce que l'on précise. Mais on perd comment cet être humain qui va réagir avec ça. Je pense qu'il faut. Les astrologues sont sans doute des accoucheurs aussi de processus, de ce que révèle le processus. Ah oui, d'accord. Et parfois même, on oriente, si on prend une position trop nette, on conditionne la personne à aller vers une des hypothèses possibles parmi toutes celles que la symbolique pourrait nous offrir. Alors si on n'a pas conscience de ça, c'est catastrophique. Oui, tout à fait. Prendre conscience de ce qu'on peut induire. Oui, c'est ça. Je pense à partir d'un thème de naissance, je ne parle toujours pas du côté pronostic, on peut arriver quand même à des conclusions précises. C'est pas influencer la personne que de la mettre en face de lui. Tant pis qu'elle va faire des conclusions chez eux. Simplement, le rôle de l'astrologue, c'est simplement d'être un miroir, de renvoyer à la personne sa propre image. Et puis, donc, de lui dire, voilà, si voilà votre image, en principe, à partir de là, voilà quelle conclusion vous en tirez. C'est rendre à l'autre ses responsabilités. Oui, c'est sûr. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une objection dans les causeries que j'ai entendues une fois, en disant oui, alors, ou bien on vous reproche de dire des choses incertaines, confuses, vagues, etc. C'est pas ce qu'on vous reproche, ou bien au contraire, vous êtes précis, et on vous reproche d'être trop précis, parce que vous induisez les gens, vous les obligez, vous les influencez, alors qu'en fait on ne les influence pas, on les influence que si on se trompe. Là, effectivement, il y a une influence mauvaise. Mais si à partir du moment où on ne se trompe pas, on leur conseille d'aller dans les voies qui sont les leurs, et il est évident qu'on ne les influence pas, et qu'on les incite simplement à s'accomplir, à se réaliser. Ils nous responsabilisent de ce qu'eux devraient assumer. Parce que là, quand ils nous responsabilisent, c'est parce qu'eux se déresponsabilisent. Bien sûr. À un niveau. Parce qu'ils sont responsables de l'élaboration de ce qui va survenir. Parce que dans le cas de la prévision à l'état pur, on fait un décalage, on fait une scission entre le ciel intérieur et le ciel extérieur. En fait, c'est ce problème. Voilà. C'est là la question. Et donc, il y a énormément de gens qui vont demander aux astrologues d'assumer ce qu'eux ne veulent pas assumer. Bien sûr, mais justement, il faut les mettre en face d'eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est une opération. Mais vous savez qu'il est libre quand même. Je vous disais tout à l'heure, quand vous dites à une personne, la personne sait que vous ne la connaissez pas, vous n'avez aucun intérêt à lui dire une chose plutôt qu'une autre. Et puis vous lui dites quelque chose dont il s'est douté pendant des années et des années. Alors d'un côté, il y a, comme disait le général, l'ardente obligation de se réaliser soi-même, mais en même temps, alors d'un côté c'est une délivrance, parce que depuis des années la personne était taraudée par quelque chose, en se disant que je devrais faire ça, mais j'ose pas, etc., puis je suis pas sûr, puis, etc. Puis tout d'un coup, quelqu'un qui ne la connaît pas lui dit vous devriez vous orienter dans telle ou telle direction. D'un côté, ça les délivre, et ça les délivre, donc c'est bon, mais d'un autre côté, ça les inquiète. Parce qu'elles se disent, désormais, j'aurais plus d'excuses pour ne pas faire. Voilà, exactement, elle est mis au pied du mur. Alors d'un côté, ça les délivre, et d'un autre côté, ça les angoisse. Vont-elles le faire ou vont-elles ça doit beaucoup c'est ça. Et c'est là où, à partir de là, il peut y avoir un accompagnement peut-être pour arriver à... Oui, c'est vrai que... Un psychothérapeute. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est... Je me souviens d'une femme qui était en consultation, et je lui dis, vous devriez, dans le cadre d'assistance sociale, elle me dit, je suis assistante sociale, et je travaille de telle ou telle manière, etc. Mais alors elle devait être assistante sociale en milieu carcéral. Bon, c'est ce que je lui ai dit. Bon, alors, elle est tombée du nu, elle m'a cru, elle a donc passé le concours, elle a réussi, et elle m'a envoyé une lettre, je me souviens toujours, elle m'a dit, voilà, j'ai réussi, c'était normal qu'elle réussisse, c'était pour ça. Et j'ai été nommé très loin de ma famille, donc je suis coupé de ma famille,
Mon salaire a été divisé par 2. Et troisièmement, ce que je vois en prison est tellement horrible que j'en suis totalement bouleversé. Conclusion, je reste. Parce que je sens que c'est ma place. Voilà, il est resté. Et voilà, alors, évidemment, ça vous marque. Donc, c'est un truc pareil. Et voilà, je veux dire, là, il fallait, elle sentait qu'elle était assistante sociale, bon, mais elle était fonctionnaire, salariée, etc. Elle sentait qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui lui manquait. Et le thème de naissance permettait de dire qu'elle devait être en milieu caché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des choses intéressantes par Maison 12. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai reçu un PDG qui sortait de prison, il avait une maison de bien garnie, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Bien sûr. Moi, ça a été un sénatorium, donc j'ai fait 3 ans, c'est autre chose, enfin voilà. Ce sont des formes d'incarcération, entre guillemets, positives, parce qu'il doit en sortir quelque chose de positif. Est-ce qu'on pourrait aider des femmes qui ont peur des souris et des araignées? Alors là, je peux vous dire. Comme elles sont nombreuses, ça serait un champ d'expérimentation facile à aborder. Ah, peut-être, voilà, je pourrais vraiment rien vous dire à ce sujet-là. C'est une maison. C'est une maison. Je voudrais vous demander, si vous considérez que votre pratique astrologique prouve l'astrologie. Franchement, oui, je crois. Oui, je crois. Mais comme vous dites vous-même, alors comment est-ce que l'astrologie se prouve en fait, ou s'éprouve? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une science, donc le processus de vérification expérimentale ne peut pas s'appliquer à l'astrologie, parce qu'il s'agit des cas particuliers, alors que les sciences traitent du général. Et on peut effectivement, par la méthode expérimentale, prouver ce qui est général, c'est-à-dire les phénomènes objectifs. Mais on ne peut pas, dès qu'il s'agit de phénomènes subjectifs, il n'y a plus de preuve possible. Parce qu'il y a des sciences du général. Donc, la validité de l'astrologie se prouve par la pratique. Se prouve, mais dans un sens, vous qui êtes là, on peut le prouver dans un sens qui est spécifique à l'astrologie. Oui, bien sûr. Mais justement, il ne faut pas se laisser impressionner. Donc, ma question, c'est donc finalement, oui, c'est ça. Donc, vous employez le mot prouver, mais pas dans le sens. Ah non, bien sûr. Justement, il ne faut pas se laisser dominer par les sciences et passer par les fourches codines des sciences. Les sciences, par rapport à l'astrologie, c'est bien tout à fait derrière. La science étudie des phénomènes. Alors ma question complémentaire, c'est est-ce qu'on peut. Quelles sont d'abord les pensées astrologiques que vous avez rencontrées? Vous avez rencontré l'astrologie de Nicolas, par exemple, l'astrologie conditionnaliste? Oui, je me souviens, là, évidemment, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Jean-Pierre Nicolas, oui, je me souviens. Pourquoi vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que Nicolas? Parce qu'il y avait ce que j'appellerais une approche, disons, matérialiste, voilà, pas du tout de l'astrologie. Je me souviens être allé, je me suis colleté avec lui, c'était une époque où j'étais assez agressif. Il était venu dans la région avec la chanteuse, la célèbre Françoise Hardy. Voilà, et je me suis colleté aussi bien avec Françoise Hardy qu'avec Jean-Pierre Nicolas. Bon, de façon un peu bête, il faut le dire. Disons que j'étais un peu trop jeune, j'avais que 40 ou 45 ans. Non, mais c'est vrai que, c'est comme avec, comment elle s'appelle, Madame Tessier. Là aussi, je me suis engueulé en public avec elle, c'était horrible. Oui, voilà, il y a eu des accrochages, forcément. Non, Jean-Pierre Nicolas, non, effectivement, on a fait la même approche. Est-ce que pour l'astrologie, enfin, vous pouvez, mais est-ce qu'on peut consolider, confirmer l'astrologie? Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de la recherche théorique? Voilà, besoin de choses. Est-ce qu'il y a une façon est-ce qu'on peut améliorer l'astrologie au niveau de ses fondements, au niveau de ses bases? Puis qu'est-ce que vous pensez par exemple de Gauquelin, des statistiques, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui. Comment est-ce qu'on peut renforcer l'astrologie? Seulement l'élément statistique, ça relève aussi d'une vérification matérielle, expérimentale. C'est pas adapté à l'astrologie. Je ne pense pas qu'une preuve d'étude scientifique, quelle qu'elle soit, puisse prouver l'astrologie, parce que l'astrologie est supérieure aux sciences. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est facile à comprendre, étudie des sujets, et les sciences étudient des objets. Et c'est juste toute la différence. Et on ne peut pas, à ce moment-là, faire cette question. Et comme tous les sujets sont spécifiques, uniques et irremplaçables, etc., il n'y a aucune méthode de vérification générale, c'est-à-dire scientifique, qui puisse s'appliquer. Et bien loin d'être un élément d'infériorité, c'est un élément de supériorité de l'astrologie. Parce que l'astrologie s'occupe de réalités qui sont tellement ténues, tellement spécifiques, tellement individualisées, que les gros sabots
de la vérification expérimentale scientifique, ils sont là. Moi, je n'ai jamais été fasciné par les sciences. Je sais que les sciences sont utiles par le biais des technologies, mais les sciences sont incapables de répondre à aucune question essentielle et ne font que patiner à la surface des phénomènes-là, qui rendent ces apparences. C'est tout. Et dès que les sciences vont en profondeur, elles se perdent dans tout un réseau de vibrations du matériel, elles sont incapables de répondre à ça. Ce serait mélanger le qualitatif avec le quantitatif. Exactement. Et là c'est pas possible, c'est pas envisageable. Exactement. De toute façon, voilà. Et du coup, bon, je veux dire, c'est une approche subjective, c'est vrai, mais en même temps, dans ce subjectif, on trouve un essentiel, un qualitatif qui est le fondement même des choses. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas cette essentialité, qu'est-ce qu'on serait donc? On serait des coquilles vides. C'est quand même là qu'on trouve le moyen. Si vous voulez, la légitimation de l'astrologie, la validation, elle se trouve uniquement, à mon avis, dans le témoignage d'un très grand nombre de personnes qui vont expliquer ce qui va arriver, c'est d'aller voir un astrologue de qualité, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ma vie a changé, et voilà comment je me trouve tout à fait épanoui. Il n'y a que ce moyen, et c'est pas du tout une infériorité, c'est bien au contraire, au caractère supérieur de l'astrologie par rapport aux sciences. Et quand on sait que l'observateur, vous le savez bien, l'observateur qui approche l'objet modifie le champ de l'ensemble, enfin je vois pas, c'est là où l'objectivité, la solution d'objectivité, devient une parfaite subjectivité. Oui, je veux dire, on ne peut pas se retrancher dans l'objectivation, dans l'objectable, d'une façon péremptoire, c'est impossible. Il y a forcément, je pense que ceux qui inventent des télescopes pour aller surprendre le début de la création du monde vont apercevoir leur œil de l'autre côté du télescope. Je pense qu'il y a des limites à ça. Bien sûr. Il y a des limites. Je veux dire, c'est bien de vouloir... En tout cas, vous avez employé tout à l'heure un langage, vous avez dit, Christian Singer, quand vous avez parlé du vrai ou du faux. Vous dites, quand ce que je dis est vrai, ça va, si l'astrologue dit des choses qui sont fausses, ça va pas. Oui. Donc vous avez quand même bien cette notion, vous avez employé, on peut savoir si on est dans le vrai ou dans le faux. Non, ce que je voulais dire, c'est je parlais du cas de la consultation, c'est-à-dire qu'on influence au mauvais sens du terme les gens si on se trompe. Voilà. Oui, mais vous avez dit, mais si on est dans le vrai, c'est pas grave. Ah ben, si on est dans le vrai, c'est-à-dire inciter les gens, sans qu'on se trompe soi-même, les inciter à changer par exemple d'orientation, à ce moment-là, on peut vous accuser d'influencer les gens, c'est pas grave, parce que l'accusation ne vaut pas. Mais donc vous pensez qu'on peut accéder à une vérité? Oui, bien sûr. C'est ça que vous êtes en train. On peut accéder à une vérité et on peut savoir quand on a trouvé cette vérité. Oui. Disons, on peut savoir, là encore, il n'y a pas de vérification scientifique. Je veux dire, bon, moi je me souviens des tout premiers consultants, je tremblais comme une feuille, je leur disais, je me fais les dents sur vous, de toute façon ce sera gratuit, j'étais extrêmement gêné. Bon, et c'est vrai que quand on a reçu des centaines et des centaines de gens, qu'on a pu les revoir, qu'on voit qu'effectivement elles s'épanouissent, elles se réalisent, elles ont complètement changé, ça c'est la vérification de l'astrologie. Et effectivement, là, on pense, bon alors ceci dit, il faut faire attention de ne pas avoir la grossette, parce qu'au bout d'un certain temps, on pourra avoir la tentation. Mais vous voyez, la personne qui est venue me voir il y a 2 ou 3 jours, son thème n'était pas évident, j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier, et pourtant j'en ai vu, je sais que j'en ai vu des thèmes. Hein, et puis c'est vrai que par rapport à soi-même, on tombe sur des thèmes avec lesquels on n'a pas tellement d'affinité. Alors qu'il y a des thèmes qu'on comprend de l'intérieur parce qu'il y a des affinités, puis il y a d'autres non. Alors on est obligé d'y passer plus de temps encore. Plus de temps, c'est ça, à ne pas projeter sur les thèmes. Alors, je vais encore vous interroger et vous embêter. Vous dites l'astrologie avec un grand L et majuscule, ça veut dire une totalité. Donc c'est tout ou rien, en fin de compte. Ou bien l'astrologie est vérifiée, ou elle n'est pas vérifiée. Vous ne pouvez pas dire j'ai vérifié tel élément de l'astrologie ou tel facteur de l'astrologie. C'est l'astrologie. Ben, c'est-à-dire, disons, moi je le vérifie à travers le projet existentiel des gens. Donc, je veux dire que ce dont on dit l'astrologie, c'est quoi l'astrologie? Eh bien, disons, si vous voulez, la méthode traditionnelle. Voilà, c'est ça, c'est tout un ensemble, c'est tout un bloc de choses. Ah oui, bien sûr. Et donc, qui est indissociable et indivisible, en quelque sorte. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut rien y ajouter et rien en enlever. Oh, y ajouter,
peut-être. Ils n'ont moyen d'en enlever. Je ne sais pas, par exemple, disons... C'est là qu'il y a un problème. Je me suis toujours beaucoup méfié des ajouts. Par exemple, dans les thèmes de naissance, il y a des personnes qui vont ajouter des tas de symboles, vous savez, autrefois on appelait ça comment les points en particulier, les parts de ci, les parts de ça. Bon, moi j'ai balayé tout ça parce que je me suis dit qu'avec les planètes habituelles, les planètes habituelles jusqu'à Pluton y compris, on avait une vue déjà excellente du thème de naissance. Alors je dis ça pour vous, peut-être qu'en ajoutant certains éléments valables. Bon, par exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai hésité à propos de la lune noire. Finalement, j'ai adopté parce que ça m'a paru intéressant. Mais à condition, mais sans lui attribuer une importance excessive. Hein. Mais enfin, bon, ça peut. Voilà. Vous en avez tenu compte tout de même. Oui, j'en ai effectivement tenu compte, mais après avoir longtemps hésité. Parce que finalement, vous trouvez dans un thème de naissance une multitude de symboles. Alors à ce moment-là, ça devient. C'est la redondance. Exactement. À ce moment-là, on s'y perd complètement. Donc il faut. Mais c'est pour vous dire que, éventuellement, dans le cadre d'une interprétation, on peut ajouter éventuellement des éléments supplémentaires, mais après les avoir très longtemps testés. Parce que bien souvent, ça n'apporte rien, ou ça apporte un élément de confusion. Alors justement, comment fait-on pour tester, étant donné justement que ce thème est à la fois complexe dans sa structure, que la relation avec le client est également complexe, comment peut-on tester un facteur? Oui, mais de toute façon, dans un thème de naissance, c'est invraisemblable. Oui, mais c'est effectivement difficile, parce que c'est un facteur qui est relié à l'ensemble du thème. Chaque élément du thème n'a de sens que par rapport à l'ensemble, et l'ensemble n'a de sens que grâce à l'analyse de tous les éléments qui composent. On est roué, c'est une espèce d'aporie sur le plan philosophique, mais dans la pratique c'est pas vrai, parce qu'on arrive très bien à se débrouiller quand même. Mais c'est vrai que sur le plan philosophique, on se dit, on peut pas en sortir. Mais effectivement, une sorte de creuset, une sorte de creuset, et le thème astral, le creuset alchimique qui fait que la personne aussi va le digérer, va l'intégrer, c'est très bien, mais en même temps, on a beaucoup de mal à suivre, c'est la preuve de la traçabilité d'un facteur en particulier. C'est normal, mais c'est insoluble. Non, mais en pensant que ce sont de toute manière des facteurs apparemment secondaires, c'est pas bien grave. Vous pouvez l'introduire dans un thème à titre expérimental pour vous dire est-ce que effectivement ça semble apporter quelque chose, mais par exemple dans les interprétations de thèmes que j'ai faites, j'ai jamais tenu compte d'éléments supplémentaires que j'ajoutais, je regardais ça pour moi, c'est tout. Mais je n'en parlais pas à la personne. Mais même sur les éléments connus, par exemple, je sais pas moi, les domiciles des planètes, les acides, etc. Donc ça, parlons pas de question d'addition. Il y a aussi le même problème de validation des facteurs que vous utilisez. Mais cette validation, c'est une validation d'ensemble. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi un autre problème, ça. Oui, mais ça peut se faire, la validation d'ensemble. Il y a une forme de validation d'ensemble. Ensuite, il y a une validation à travers l'ensemble de la personne qu'on connaît. Ça fait beaucoup. Oui, non, mais il y a la validation du projet existentiel que la personne doit vivre, et ça, cette validation se fait à travers les changements d'existence que la personne a. Oui, mais là, il y a une preuve de l'intégration. La personne, premièrement, est-ce qu'on peut poser la question de savoir, par exemple, si un autre thème ne pourrait pas faire l'affaire aussi? C'est-à-dire qu'une autre personne peut intégrer d'autres thèmes que celui qu'on lui propose, par exemple. Je sais bien de quel autre thème il s'agit. Vous en inventez un autre, vous prenez celui d'une autre personne et puis vous lui proposez ce thème. Vous voyez comment ça marche. Oui, mais j'ai pas le droit de lui proposer, c'est pas son thème. Oui, c'est ça, d'accord, mais vous avez le droit de le proposer justement pour mettre à l'épreuve votre propre discours. Oui, mais d'un autre côté, les gens ne peuvent pas me servir de cobaye. Donc si on ne fait pas de cobaye, on ne fait pas d'expérience, donc on ne fait pas de mise à l'épreuve. Non, mais écoutez, pour moi, la vérification, elle est évidente. Comment ? Vous avez un souci de validation scientifique? Ah non, pas du tout. Parce que moi j'ai un souci des astrologues qui utilisent un discours de validation scientifique qui n'est pas valable. Oui, bien sûr. C'est ça qui fait problème à moi. C'est pas les gens qui font c'est pas que les gens. Je ne recommande pas aux gens de faire la validation scientifique, je reproche aux astrologues qui prétendent faire de la validation. Ils emploient ce mot, ils emploient un langage pseudo-scientifique pour parler de leur propre savoir, de leur propre pratique. Ça, je n'accepte pas. Je ne demande absolument pas aux astrologues de faire quelque validation scientifique que ce soit, au contraire. Je l'ai dit plusieurs fois, la pratique astrologique ne se situe pas dans le champ scientifique, ni ne se situe pas dans le champ de la validation. Et c'est ça qui fait problème. C'est pas que qu'il y a des gens qui prétendent qu'ils arrivent à vérifier quelque chose, etc.
Parce qu'il y a une telle superstition des sciences que finalement une discipline n'est valable que si elle reçoit une validation scientifique. On est obligé d'emprunter une terminologie, une rhétorique scientifique pour avoir le sentiment qu'on est dans la... De toute façon, un astrologue digne de ce nom n'a absolument pas besoin de validation scientifique. Eh bien alors d'accord, alors qu'il n'emploie pas ce vocabulaire. Eh bien c'est parfait. Le mot validation n'appartient pas à la Donc à ce moment-là, on ne valide pas l'astrologie. Si, on la valide selon ses propres Voilà, c'est ça. Même que, par exemple, on peut aussi valider l'amour. Non, mais... On peut valider qu'est-ce qu'on... Le critère de la validation, peu importe le mot, on va dire celui-là, même s'il est d'origine scientifique, eh bien, elle se situe tout simplement dans l'efficacité. Oui, et l'efficacité est démontrée par le fait que... Par exemple, que quelqu'un est un bon cuisinier, un bon coiffeur, un bon amant, un bon père, tout ce qu'on veut. C'est différent. Là, la validation se fait par la manière dont la personne réalise sa maîtresse, c'est un bon amant. Si l'astrologue garde ses clients, c'est un bon amant. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut rester à ça. Ben oui, absolument, mais moi je suis encourage. Est-ce qu'il peut valider ça, l'astrologie, à votre avis? C'est ça la question, en fin de compte. Ça ne peut pas l'astrologie n'est pas validée au niveau de la pratique de la consultation. C'est pas un souci. Par exemple, moi, je pourrais, au niveau psychologique, créer une grille au départ et dire voilà tel critère. Voyons s'ils vont évoluer au cours du temps de consultation. Est-ce qu'il va y avoir évolution sur ce plan-là? C'est une chose que je peux parfaitement faire. On peut cerner quand même une évolution. Mais ça ne va forcément pas prouver quelque chose non plus, parce qu'il y a tellement un brassage tellement global, tellement riche qu'on ne peut pas déterminer exactement pourquoi tel critère a évolué. Et puis ensuite, je veux dire, c'est pas mon souci non plus. Je m'occupe de la personne, j'ai pas envie de valider. Non, mais il ne faut pas mélanger les gens, monsieur Mazur. Où est-ce que vous vous situez dans la discussion? Oui, là, moi, je vous ai entendu prononcer quelque chose de fondamental, c'est le projet essentiel. Oui, et j'ai eu l'impression que vous parliez beaucoup plus de vous, astrologue, que de l'astrologie. Et effectivement, heureusement, parce que vous n'êtes pas l'astrologie, vous n'avez pas vécu la personnalité d'astrologue. Par contre, vous avez vécu la personnalité d'astrologue. Donc, dans votre recherche depuis vos débuts et votre démarche de définir le projet essentiel des personnes, vous vous êtes vu évoluer. Et vous avez utilisé des moyens et vous vous êtes auto-corrigé progressivement, vous avez rectifié le cap, et ça serait intéressant que vous nous fassiez une petite explication de ce trajet depuis vos difficultés du début, puisque vous dites c'est le métier d'astrologue. Donc, comment vous avez avancé dans votre métier d'astrologue, qui n'est pas forcément au niveau du savoir astrologique, qui peut être au niveau de la relation à l'autre, tout simplement. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est très difficile à dire parce que d'abord j'ai bénéficié de conditions privilégiées, c'est-à-dire que pendant 3 ans je me suis consacré uniquement à la reprise de l'astrologie théorique, simplement, ça m'a permis de le faire. Puis après je me suis aventuré dans la consultation. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que l'interprétation des thèmes devenait plus facile, qu'on arrivait à une espèce comment pourrait-on dire, sur d'éblouissement qui se faisait à partir d'un certain temps de méditation sur le thème. C'est-à-dire que ça s'est fait par correction successive, c'est impossible à décrire. Ça s'est fait petit à petit, entre celui qui tremblait comme une feuille et puis celui qui... Et il faut malheureusement le dire, je dis malheureusement parce que ça peut induire en erreur, qui est sûr de lui, mais c'est vrai qu'on est quand même sûr de soi, quitte encore une fois, en réfléchissant, je dis, le dernier thème que j'ai fait, j'ai réfléchi très longtemps, etc. Donc on n'est pas sûr de soi, c'est une manière de parler, mais il y a quand même, il y a une maîtrise, voilà, il y a une maîtrise à laquelle on accède, à partir du moment où on a étudié, mais c'est vrai que moi j'ai vécu ça, malgré tout à travers un seuil. Il y a eu un seuil. C'est-à-dire qu'à un moment est venu, je pourrais plus situer dans le temps, un moment est venu où j'ai eu la conviction, à tort ou à raison, que j'avais franchi le seuil décisif et que désormais, aucun thème ne me resterait plus. Et c'est ça qui est capital. Il y a eu un moment, je ne peux pas le dire lequel, mais c'était rapide. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une première période de consultation où j'ai âné comme un malheureux, où j'étais le premier à dire aux consultants, on ne me croyait qu'à moitié, parce que c'était une position extrêmement inconfortable. Et un moment est venu où j'ai eu le sentiment très net que j'avais franchi un seuil, et qu'effectivement, aucun thème ne me résisterait, c'est-à-dire que non seulement j'y verrais clair, mais je ne me tromperai plus
sauf si je commençais à prendre des allures vaniteuses et prétentieuses, à dire ah ben le thème, ah ben ça va, en 5 minutes, c'est... Non, j'ai toujours consacré beaucoup de temps à l'étude de chaque thème, y compris jusqu'au dernier. Et le dernier dont vous parlez, justement, il vous a posé des problèmes plus particuliers, parce que vous avez eu besoin d'investir plus de temps de l'observation. Alors justement, vous avez rencontré d'autres qui ont posé ces questions. En sachant, vous voyez, et généralement, ça tient au fait, et ceci est important, ça tient au fait que dans ces thèmes, il existe quelque chose à faire qui n'existe pas dans la société. Prenez par exemple, il m'est arrivé des choses encore plus drôles, ça peut-être votre cas, vous étudiez le thème d'un bébé qui vient de naître. Eh bien, vous percevez à travers son thème qu'il aura à faire des trucs qui existeront en 2030 ou 2040, qui n'existent pas maintenant. Et donc, vous êtes amené à partir du thème à essayer de définir, là c'est un petit peu la haute virtuosité. Heureusement, ça n'est pas arrivé souvent, mais c'est ce qui se passe. Et le thème de la personne, il y avait un élément, un élément très, très étrange dans son thème. Autrement, c'est une femme qui était... Une configuration rarement rencontrée. Non, mais que signifiait cette configuration? Et là, elle m'a demandé beaucoup de temps pour que j'essaie de comprendre la signification de ce que ça pouvait être, parce que c'est certainement une forme d'approche des personnes dans le cadre particulier qu'elle devait vivre, qui n'existe pas en 2009, et qu'elle doit inventer. Elle doit inventer une forme de relation à autrui, une forme de relation avec les adolescents, qui n'existe pas actuellement, enfin du moins à ma connaissance, je ne connais pas tout, mais bon, il y a des formes d'approche que tout le monde connaît plus ou moins, mais c'est vrai quand on est astrologue, on peut voir ce qui se passe, connaître le maximum de choses pour pouvoir traduire les indications du thème dans un langage actuel, on ne peut pas parler avec un langage il y a 30 ans et tout ce qui s'est pu se réaliser, donc il faut être au courant, disons, des grandes branches professionnelles, même éventuellement des petites, connaître tout ça. Et là, j'ai perçu qu'il y avait là quelque chose qui n'existait pas actuellement, enfin pas à ma connaissance, de très, très subtil, de très nouveau. Alors là, j'avoue, j'ai passé plusieurs jours à reprendre le thème, à laisser, à le reprendre, à mijoter le thème, c'est ce qui fait toujours, on le thème, on reprend, on dépose, on reprend, jusqu'au jour où la lumière se fait. Et là, la lumière s'est faite autant qu'elle pouvait se faire pour quelque chose qui me paraît tout à fait en dehors de ce qui se passe actuellement, des méthodes éducatives employées par rapport à les adolescents. Et là, ça a été difficile. Et si on regardait ensemble les thèmes de plusieurs dinosaures des sociétés multinationales, est-ce qu'on pourrait voir chez ces gens-là la disparition des dinosaures économiques comme les dinosaures dans les temps préhistoriques ont disparu? Il y a des moments, est-ce qu'il y aurait quelque chose de commun entre tous ces gens-là qui pourrait nous laisser supposer leur disparition pour le basculement complet de la société? Est-ce que ça vous renvoie à vos activités politiques, ça, quasiment? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cet itinéraire de Christian Singer dans la vie politique lyonnaise? Je ne sais pas. Disons que il y a eu déjà des tentatives à Lyon, en 78. J'avais fondé un début de communauté déjà à cette époque-là. Bon, ça m'a déjà valu des attentions de la police. Parce que je m'étais présenté aux élections législatives 78, donc dans le cadre de cette communauté. Et puis ici, dans cette maison, donc, elle a été achetée pour ça d'ailleurs. En 81, une communauté, donc ça a été créé. Et elle a vécu pendant 17 ans et elle a implosé. Il faut dire être honnête, parce qu'on a été persécuté par la police, persécuté par les médias. Et malgré ça, l'honnêteté oblige à reconnaître que ce n'est pas à cause de ça qu'elle a éclaté. Elle a éclaté parce qu'en définitive, c'est terrible d'ailleurs, les gens qui étaient venus là, qui ont passé 9 ans, 10 ans, 14 ans dans la communauté, se sont finalement aperçus qu'ils n'étaient pas venus dans la communauté pour les bonnes raisons. C'est dans le projet qui leur a été soumis, on ne les a pas pris on ne les a pas pris par, comment dirais-je, on ne les a pas trompés, mais que ces personnes étaient d'abord et avant tout venues pour des raisons affectives. Les raisons affectives étaient tout à fait valables, à condition qu'il y en ait d'autres. Le but de la communauté, ce n'était pas simplement de compenser les frustrations affectives, mais il y avait effectivement des visées qui étaient politiques, économiques, sociales,
sociales, religieuses, etc. etc. Voilà, alors ça fait que pendant 17 ans, il y a des tas de problèmes, et je pensais justement en lisant votre texte au pouvoir, vous parlez du pouvoir, oui. Et la question s'est posée pour nous, de savoir, parce que bon, on était opposés au pouvoir, évidemment, tels qu'ils sont généralement pratiqués, et donc on a essayé de remplacer le pouvoir par l'autorité. Et l'autorité, c'est-à-dire, comme dit le mot autorité en latin, hein, c'est une augmentation, un accroissement. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé de l'autorité parce qu'il a été élu par la communauté pour ça, et son rôle est double. Le premier rôle, c'est d'abord de préparer des décisions importantes, hein, c'est-à-dire en organisant un débat de manière à ce qu'on ait faire en sorte que toute la communauté, je parle de décisions importantes, pas les trucs au jour le jour évidemment, de façon à ce que toute la communauté se mette d'accord pour prendre une décision. Donc c'est voilà, petit à petit. Et puis ensuite, il y a la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que la personne qui détient l'autorité ratifie, en quelque sorte, officialise la décision. Donc on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des prises de décision qui soient réellement communautaires, et que ce ne soit pas quelqu'un qui détienne le pouvoir, et qu'on tombe à ce moment-là sous le coup de l'accusation des sectes, n'est-ce pas, avec le gourou, etc. Voilà. Alors moi, évidemment, j'ai été persécuté à cause de ça, hein, considéré comme un gourou, attaqué par la presse, attaqué par la police s'est évidemment occupée de nous, il y avait la famille des personnes qui étaient là, et qui a porté plainte contre moi pour séquestration. Alors donc j'ai été convoqué au tribunal à Grenoble, et au milieu d'un quart d'heure, le juge d'instruction a rigolé avec moi. Et c'est-à-dire, oui, quand il y a constitution de partie civile, le procureur est obligé de désigner un juge d'instruction. Alors lui, puis au bout d'une demi-heure, il s'est rendu compte d'avoir tout ça. Mais enfin, ça a été incessant. Est-ce qu'il y avait de l'astrologie dans ce système? Est-ce qu'il y avait de l'astrologie dans ce système? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait, on peut dire effectivement, c'est ce que j'ai essayé de retracer dans les livres, enfin, disons qu'il y a par des biais qui sont effectivement assez subtils, mais ça c'est la partie connaissance. Donc par exemple ici, évidemment, on a essayé de pratiquer l'astrologie, et c'est là où justement ça a confirmé ce que je vous disais à propos d'un seuil. C'est vrai que par rapport aux personnes qui étaient là, donc, on était 11 dans cette maison, mais dont 2 enfants qui sont nés dans la maison. On n'a pas voulu qu'ils naissent à l'hôpital et dans une maternité. Ça a été très drôle, parce qu'on est allé à la mairie pour la déclaration de naissance, pour aider parce que personne n'était né à Brabant. Ils ont été obligés d'ouvrir un registre uniquement culturel, religieux. C'est une recommandation radicale. Donc, peu importe, radicale. Voilà, parce que effectivement, l'État aussi, on a été... De prise de pouvoir, elle est infinie. Bon. En revanche, les raisons qui font que quelqu'un... Attends, excusez-moi. C'est un climat tout à fait convivial, la musique et tout. Le médecin n'a rien fait, les enfants sont mis comme ça,